Ok, rebonjour à toutes et à tous. Je rappelle parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble maintenant, et les années précédentes, on Ah, était plutôt sur des temps de sensibilisation au vivre ensemble, sur les discriminations, sur la question du racisme. Donc, petit rappel sur le comment, en tout cas, nous, on s'est un peu rencontrés, le travail qu'on a réalisé ensemble, plus le travail que vous faites depuis des années. Vous êtes effectivement une des structures d'éducation populaire de proximité qui travaille sur le vivre ensemble égalitaire, l'acceptation de la différence, la fraternité, la liberté, l'égalité, euh, des éléments de partage, etc. Et puis de l'inscription sur le développement d'une vie sociale de qualité, respectueuse sur un territoire. Or, il se trouve que dans les réalités auxquelles vous êtes confrontés, vous avez aussi perçu qu'il y avait des mécanismes de préjugés d'une part, parfois de discrimination, des inquiétudes autour de propos, à une époque on avait parlé de ça, des propos sur les Roms, sur les migrants, sans papier ou pas sans papier, sur les étrangers. Plus récemment, là, quand vous m'avez recontacté, c'était aussi l'inquiétude de, ben, quand dans une commune, la nôtre ou une autre, il y a 40% de vote extrême droite, Rassemblement national, Front National. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 40% de personnes racistes, fascistes, etc. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Il y avait un certain nombre d'inquiétudes sur le durcissement dans les réseaux sociaux, dans les médias, de formes d'autoritarisme, de retour du fascisme néo-nazi, de discrimination et de propos discriminants un peu partout. Aussi les inquiétudes sur le retour de propos machistes, de haine envers les féministes, de haine envers les femmes, aussi d'agressions de femmes qui se font agresser parce qu'elles défendent le droit des femmes. C'est plus seulement parce qu'elles sont femmes, c'est aussi parce qu'elles luttent contre les violences des hommes contre les femmes. Du coup, elles subissent des agressions. Ça va la différence entre les deux? hmm, Ouais. Aussi l'augmentation des propos homophobes, transphobes, de manière générale LGBT-phobes, là. Et bref, du coup, une inquiétude, plus aussi, du coup, la question de la hausse de l'extrême droite dite musulmane, Daesh, Al-Qaïda, des propos autour de la radicalisation. Bref, on est dans un contexte historique où il y a non seulement une hausse de l'anxiété et de la peur par rapport à des formes de durcissement des haines plurielles, des violences physiques ou verbales, jusqu'à des formes d'attentats. Et du coup, tout ça crée un climat très particulier dans la société française, avec un sentiment que le vivre ensemble égalitaire global, mais aussi local dans le Nord-Pas-de-Calais ou le bassin minier, se fissure. Donc ça fait des années qu'on travaille un petit peu pour y voir clair ensemble on a fait quelques conférences débats sur les discriminations, le racisme et autres. Et ce qui fait qu'on a travaillé à mettre en place un système un peu de formation, discussion, débat, atelier d'éducation populaire. L'idée, c'était d'essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension de phénomènes de haine ordinaires qui peuvent aller jusqu'à la discrimination, donc la rupture de l'égalité républicaine, et voire même de la violence. Donc c'était l'idée, c'est qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Dans les différentes étapes qui étaient les nôtres, dans les 5 temps qui sont prévus, il y a un premier temps, et c'est le temps d'aujourd'hui, qui va être consacré pour essayer de répondre à une autre de vos questions, mais y a-t-il un lien, ou quel est le lien entre l'antisémitisme, l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, l'homophobie, le machisme, etc., etc. Il y a un lien entre tout ça ou pas? Ce n'était pas forcément quelque chose d'évident, et c'est d'autant pas forcément évident que, par exemple, un organisme qui représente les politiques publiques comme l'État français euh, associe, par exemple, lutte contre l'antisémitisme et lutte contre l'homophobie dans une même institution. On aurait pu, pour des raisons historiques, s'attendre à ce que la lutte contre l'homophobie, elle soit rattachée au ministère de lutte pour l'égalité femmes-hommes, qui incarne dans la République française, par exemple, les luttes féministes. Ça va quand je dis comme ça? Sur le terrain, historiquement, lutte LGBT et lutte féministe travaillent plutôt ensemble. Et on a plutôt une tendance à l'alliance des personnes qui subissent les persécutions antisémites avec parfois des colonisés, des musulmans, des noirs, etc. On aurait pu avoir un découpage comme ça. C'est pas forcément ce découpage, celui-là qu'on a en France. Quel est le sens de mettre en lien, du coup, homophobie et antisémitisme, par exemple? Y a-t-il un lien? C'était une de vos questions. Et donc, du coup, ce que je vous propose dans un premier temps pour aujourd'hui, c'est de faire un retour sur le passé, de se redonner quelques éléments de repère sur une expérience commune en Europe
qui est celle des nazismes et des fascismes qui nous ont amenés notamment à la Seconde Guerre mondiale, et de prendre quelques éléments d'analyse autour de cette question de la Seconde Guerre mondiale et des années qui l'ont précédée. Ensuite, dans le prochain temps qu'on aura ensemble, on verra, c'est ce que je vous propose, d'étudier les leçons des gouvernements et des sociétés civiles démocratiques après le nazisme et l'expérience du nazisme et du fascisme. Comment nos sociétés ont réagi, qu'ont-elles condamné, comment ont-elles fonctionné, et comment, de quel type d'outils se sont dotés nos États pour ne plus revivre ça, pour qu'il n'y ait plus le nazisme, le fascisme qui reviennent. Il y a eu des prises de position, des analyses qui ont été validées collectivement. On se prendra un temps sur ça parce que du coup, dans une époque où on peut avoir un sentiment d'impuissance sur la montée des haines, le retour de la réaffirmation dans l'espace public de courants néo-nazis, fascistes, etc., on peut avoir un sentiment d'impuissance aujourd'hui face à des formes d'autoritarisme, etc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parfois, on se sent tous trop petits. Et dans ces cas-là, c'est important aussi de revenir dans des périodes de l'histoire où, face à des événements terribles, les sociétés ont réussi à se redoter non seulement d'un pouvoir d'agir, d'un espoir, mais d'un espoir en une société meilleure qui a pu se bâtir parce qu'on a retrouvé du pouvoir d'agir. D'accord? L'espoir, on ne claque pas des doigts comme ça. Quand il n'y a rien qui change et tout qui est de pire en pire, l'espoir se barre. Pour que l'espoir renaisse, moi je dis toujours, il faut qu'il y ait des graines qui soient semées, mais il faut aussi qu'on récolte quelque chose derrière. Dans la psychologie humaine, c'est comme ça. On perd en détermination et dans presque notre foi dans la beauté du monde et de l'humanité, quand il y a aussi les éléments qui accrochent notre espoir aux étoiles, pour le dire comme ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est une nécessité de passer un deuxième temps sur les leçons de l'histoire après le nazisme. Du coup, si vous voulez bien, pour aujourd'hui, on ne va pas forcément s'attarder sur cette période-là pour découper, prendre du temps de bien poser les choses et d'aborder ça la prochaine séance. Ensuite, au regard des deux leçons, enseignements qu'on aura tirés ensemble aujourd'hui et la prochaine fois, on s'interrogera donc sur les haines du présent. Comment on peut analyser les haines du présent, celles qu'il y a autour de vous, et aussi au regard de certains outils peut-être que peuvent nous permettre d'éclairer, que le passé nous permet d'éclairer le présent, et sur certains autres, non, il y a des nouvelles formes de haine, des nouvelles formes de violence. Elles ne sont pas exactement les mêmes, ce n'est pas le même contexte. Les néo-nazis d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux des années 30. L'antisémitisme d'aujourd'hui n'est pas le même que celui des années 30, etc., etc. Il y a des variances dans l'histoire, mais il y a aussi des éléments communs. Donc il faut qu'on arrive à, parfois, quand le passé a pu être pensé plus clairement, il faut aussi qu'on s'appuie sur le passé pour ensemble penser plus clairement le présent. Et ensuite, dans les dernières séances qu'on aura ensemble, c'est pas juste de la pensée pour de la pensée. Là, on n'est pas dans un club c'est pas un club de réflexion qu'on a ensemble. C'est un club de réflexion pour nourrir l'action. Enfin, c'est un espace d'intelligence collective pour nourrir l'action dans le cadre de votre action associative démocratique pour le vivre ensemble égalitaire sur votre territoire. D'accord? Donc, on va avoir une espèce d'enchaînement comme ça pour renouer avec du pouvoir de pensée collective, du pouvoir de pensée critique et du pouvoir d'agir. Est-ce que le rappel global que j'ai fait en début, ça correspond à peu près à ce que vous vous étiez dit? Ouais? Ok, super. Alors, du coup, pourquoi, pour moi, les extrêmes droites néo-nazis et fascistes et le contexte de la Seconde Guerre mondiale, c'est un terrible cas d'école pour comprendre les logiques de haine plurielle et de violence. Pourquoi c'est non seulement important pour tous, mais aussi pourquoi c'est important pour moi dans mon histoire. Vous savez que c'est important toujours de savoir qu'est-ce qui fait que dans nos vies et nos trajectoires, il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. C'est toujours lié à nos histoires personnelles. Nos besoins de savoir, enfin nos envies de savoir sont souvent liées à nos besoins de savoir. Du coup, moi, je vous donne quelques éléments de biographie familiale qui vont vous donner, et de parcours personnel, qui vont vous donner aussi une idée de comment j'en suis arrivé à travailler les questions et donc la réflexion que je vais vous proposer. Il y en a une qui est donc, j'en avais déjà parlé à celles et ceux que j'avais déjà rencontrés, qui est liée à plusieurs aspects de mon histoire familiale. Une qui est liée à l'histoire des mines. Donc, je vous avais dit que je suis un petit-fils de mineur de fond.
Et les mineurs de fond dans l'histoire de France, du Nord-Pas-de-Calais, c'est pas n'importe quelle histoire face au nazisme. Le Nord-Pas-de-Calais est la première région envahie et occupée de France avant que les autres vont être occupés également. Alors après, il y a l'Alsace-Lorraine qui est particulière aussi, mais on a eu, avec la Belgique et la commandement de Tours dans le coin, on a une histoire particulière de l'occupation nazie ici. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi les premiers foyers de résistance, la première grande grève des mineurs, des hommes mineurs, des familles de mineurs et des femmes qui étaient très impliquées là-dedans aussi, des Français, mais aussi des étrangers mineurs. C'est 1941, le premier acte collectif de résistance face aux nazis, c'est les mineurs de fond. C'est pas neutre, ça n'est pas rien comme histoire. Et du coup, on peut aussi comprendre pourquoi dans beaucoup de descendants de familles de mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais, l'histoire de l'antifascisme est quelque chose qui est serré dans nos mémoires. Serré dans nos mémoires, pas seulement pour des raisons, j'y reviendrai après, d'idéologie abstraite. C'est aussi des raisons très concrètes, c'est que dans nos familles, il y a des traumatismes liés à la Première Guerre mondiale d'une part. On est une des régions où il y a eu plus de nombre de morts. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une des régions où il y a eu le plus de déportés. On verra les raisons et le nombre de morts. Ok. Le service du travail obligatoire. Et c'est aussi du coup une région dans laquelle l'antifascisme a eu un coût familial en termes de morts. Et du coup, ça, c'est un deuxième élément de mon histoire familiale. J'ai un grand-oncle, Eugène Cormon, qui était résistant antifasciste à Carvin et qui a été arrêté par la police française nazie, du coup, puisqu'à l'époque, le gouvernement Pétain, il faut aussi qu'on arrête avec ce truc-là, les nazis, c'est que les Allemands. Non, non, il y avait les Allemands, le nazisme vient d'Allemagne, le fascisme, il y en a en Espagne, en Italie, dans d'autres endroits, mais il y a aussi des mouvements nazis qui se revendiquaient du nazisme dans chacun des pays influencés par Hitler et les nazis. Du coup, on a des groupuscules fascistes qui se sont convertis au nazisme. En Croatie, on sait qu'il y avait des Croates aussi qui étaient nazis, des nazis croates, même s'ils n'étaient pas allemands. Ça va quand je le dis comme ça, comme autre élément de repère? Donc la police française a arrêté Eugène Cormon pour acte de terrorisme. Donc du coup, l'acte de terrorisme à l'époque, ça a été un sabotage pour freiner, entraver l'action industrielle de l'Allemagne, parce que l'occupation nazie, c'était aussi une occupation économique, une forme de colonisation, je reviendrai aussi sur cet aspect-là, qui visait à piller les richesses, utiliser l'appareil de production français pour pouvoir nourrir du coup le développement économique. Donc il s'est fait arrêter et il a été assassiné, du coup fusillé par les nazis à Arras en 1943. Forcément, ça dans l'histoire familiale, dans mon histoire familiale, depuis que je suis gamin, ça parle de ces questions de résistance, de mine, de nazisme. Et moi, quand j'étais gauche, je ne savais pas forcément pourquoi. Le père de mon oncle, lui, était engagé dans l'armée polonaise de France. Et du coup, lui, il est parti s'exiler à Londres avec le général de Gaulle, etc., avec d'autres. Il est revenu combattre en France. Il faisait partie donc des immigrés et des étrangers de France qui ont organisé la résistance pour la libération de la France, mais la libération du nazisme et du fascisme également. Autre élément qui vient impacter mon histoire, du côté de ma mère, il y a des origines italiennes. Je ne vous fais pas le dessin, l'Italie était fasciste, c'est quelque chose qui marque également. Et par ailleurs, venant de l'immigration polonaise, et ben c'est pas rien de le dire, mais du coup, la Pologne a fait partie d'un des premiers pays colonisés. Je vais vous redire après pourquoi je parle de colonisation. A été colonisée par l'Allemagne et ça a été le pays où il y a eu le plus de camps de concentration. Donc l'histoire, notamment du génocide des Juifs, de la persécution des Juifs, évidemment, quand on est issu de l'histoire polonaise, pareil, depuis que t'es gamin et que t'entends associer Pologne au camp de concentration, évidemment, quelque chose qui est marquant. Après, les autres éléments qui sont plus de l'ordre générationnel. Moi, je fais partie d'une jeunesse, du coup, je suis né en 1980, où la thématique de la Seconde Guerre mondiale du nazisme a été largement, et c'est heureux, abordée dans l'école républicaine. Régulièrement, on a eu des informations, de l'analyse, des cours d'histoire, etc. Moi, j'ai fait allemand première langue. Du coup, je suis allé me rendre, dans le cadre d'un voyage scolaire, voir le camp de concentration de Buchenwald. Quand on voit un livre dans un manuel d'histoire ou un prof, mais où c'est juste, sur un papier, on me parle de photos qui sont choquantes, mais où tu regardes des camps de concentration. Tu vois des morts, des cadavres. Bon, parfois, vous savez comme moi que voir des cadavres, ça peut être choquant, mais parfois, ça ne nous impacte pas. Toujours. Ça vous parle là, ce moment-là, où il y a des images qui peuvent nous toucher et d'autres
Il faut un autre processus cognitif pour que parfois l'annonce de mort nous choque. Je vais dire ça comme ça, pour qu'il y ait eu que la société française soit choquée par les féminicides, les femmes qui sont tuées parce que femmes et qui sont tuées parce qu'elles sont avec des hommes violents. On avait l'annonce, on savait qu'il y a des femmes qui se faisaient tuer pendant longtemps. Pourtant, collectivement, on n'était pas choqués. Il a fallu un processus de mobilisation cognitif, donc dans la pensée, la façon d'interpréter les choses, et de prise de position politique, de changement de valeur, pour qu'on prenne la mesure de la violence faite aux femmes. Ça vous va quand je dis ça comme ça? Que c'est pas parce qu'il y a des morts que c'est choquant en soi. Il faut malheureusement qu'il y ait un travail de mobilisation, et on dit en sciences cognitives, de resignification du réel. Il faut lui redonner un autre sens pour se rendre compte de la gravité de ce qui se passe. Et cet élément, la lutte pour la resignification du réel, euh, je vous interpelle là-dessus parce que du coup, une partie du fascisme, du racisme, comme du sexisme et de l'homophobie, etc., ces systèmes de domination passent par un processus de banalisation de la violence, de minimisation de la violence, déshumanisation, de groupes sociaux dominés. La domination passe par un processus de resignification et de de retirer des êtres humains de l'humanité. C'est ça la domination. C'est ce qui fait qu'un même fait qui est vécu par moi, mon voisin, ma fille, je suis choqué, c'est terrible, et le même fait de violence qui est vécu par quelqu'un d'autre, ça ne me touche plus. En fait, il faut qu'il y ait un travail d'endoctrinement idéologique pour qu'on en arrive à ce que notre sensibilité humaine, notre cœur, nos émotions, notre empathie, soient coupées. Et pour qu'il y ait une réhumanisation des déshumanisés, il faut aussi un travail de resignification culturelle, politique, éthique, si vous voulez, en tout cas, un travail de retravailler sur les valeurs pour se rendre compte que quelque chose qui est objectivement choquant, se rendre compte qu'en nous-mêmes à l'intérieur, subjectivement, ça ne nous choque plus. Quand je dis nous, je ne parle pas des autres, hein, genre Jessie là au-dessus de la mêlée, moi j'ai tout compris. Non, 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 non. Les processus d'endoctrinement, de déshumanisation psychologique, etc., ils peuvent rentrer dans chacun de nous. Ils sont parfois rentrés, ils sont ressortis. Parfois, il y a des nouveaux processus de déshumanisation qui peuvent rentrer à nouveau qui qu'on soit. Moi, je peux tomber dedans aussi. Aller à Buchenwald, me rendre sur le lieu des lieux de massacre, d'avoir des explications d'anciens déportés, d'avoir ces réflexions-là, évidemment, ça chamboule toute une trajectoire de vie. Et enfin, j'ajoute, parce que du coup, il y a un lien avec ça, le fait que dans ma génération, il y avait une recrudescence quand on était adolescent des mouvements skinhead néo-nazis, nationalistes identitaires, à Lille et ailleurs. Quand dans ta vie personnelle, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, de l'antisémitisme et autres est aussi importante, et que dans ta ville, tu vois des individus se balader avec des croix gammées qui par ailleurs, là à l'époque, dans les années 90 à Lille, il y avait des attaques au coup de couteau d'Arabes dans la rue. Il y avait eu des militants antifascistes, communistes, syndicalistes, anarchistes ou autres qui s'étaient fait défenestrer dans les universités. Il y avait eu des phénomènes de violence active de l'extrême droite. Et du coup, ça, c'est des choses qui, quand toi, tu croises, moi, à titre personnel, des nazis dans la rue qui te menacent de mort parce que, par exemple, tu as un écusson anti-nazi, évidemment, ça ne laisse pas indifférent à la violence fasciste et ces questions-là. J'espère avoir réussi à vous montrer quelques éléments qui font que, en plus de questions d'humanisme, d'adhésion à des valeurs qu'on peut avoir tous en commun, une trajectoire de vie personnelle peut créer chez un individu, je parle de moi, et donc je parle de vous aussi, parce qu'en fait, il y a des choses qui vont vous faire avoir envie de comprendre mieux ces éléments-là. Est-ce que ça a été pour l'instant? Oui. Ouais. Très bien. Oui. Je vais essayer d'aborder un petit peu ces histoires de nazisme et de fascisme. Alors, pour moi, le nazisme ou le fascisme, là, le nazisme est un fascisme.
mais le fascisme mussolinien n'était pas forcément, c'était pas forcément des nazis, ils ne s'appelaient pas forcément comme ça. C'est un courant particulier, les nazis, au sein de l'extrême droite fasciste, on va dire ça comme ça. Alors, un premier élément qui est important d'avoir en tête, c'est que le fascisme et le nazisme, ou l'autoritarisme, etc., c'est pas juste des comportements individuels, c'est un système social, politique, économique et un système de violence. Ce n'est pas des comportements individuels. C'est un système. Et je vous rappelle, quand on avait abordé la question des discriminations ou des racismes la dernière fois, vous pouvez aborder ce que je vais vous dire maintenant. Rappelez-vous, tout système inégalitaire comporte 3 dimensions. Des préjugés, des stéréotypes, la méconnaissance, des clichés, on m'a dit que ça c'était vrai, donc bon, bah, à force de l'entendre, j'y crois, même si c'est faux. Mais vous savez que les préjugés, ils peuvent avoir des conséquences sur nos pratiques en termes de discrimination, parfois de propos blessants, etc. Bon. Un système inégalitaire, c'est aussi une idéologie. Un système de pensée travaillé et cohérent, qu'on en ait conscience ou non, mais il y a un système de pensée avec un corps doctrinaire, et ce système-là, idéologique, vise à justifier, c'est l'aspect théorique, on va dire, qui sert à justifier un rapport de domination. Et ensuite, la troisième jambe d'un système inégalitaire, c'est les inégalités en pratique. C'est les discriminations, c'est le harcèlement, c'est les violences physiques, les violences verbales, ça peut être la ségrégation, ça peut être la déportation, ça peut être des assassinats, et ça peut être des camps de concentration et les logiques génocidaires. Dans les derniers éléments que je viens d'aborder, on est dans le monde réel, dans le monde matériel. Dans les 2 premiers, c'est le système d'idées. Mais il y a un lien entre les violences réelles avec des préjugés et des systèmes idéologiques qui servent à justifier la haine. Typiquement, je vous rappelle que l'intention génocidaire des nazis vis-à-vis des juifs, elle se base sur des préjugés antisémites qui circulent depuis des centaines d'années, d'une part, puis des nouveaux préjugés qui naissent au XIXe siècle sur les juifs, et l'antisémitisme intellectuel, l'antisémitisme politique, l'antisémitisme scientifique, qui a nourri et renforcé l'antisémitisme, qui fait qu'on en arrive à l'intention génocidaire, au projet génocidaire vis-à-vis des juifs. Est-ce que ça vous va quand je le dis comme ça? Est-ce que c'est clair? Il a fallu aussi que Hitler, et bien d'autres avant Hitler, déshumanisent les juifs en disant que c'était des rats, que c'était même pas des hommes, qu'il fallait les exterminer de l'humanité, et qu'on justifiait ça pour plein de raisons, que alors le passage à l'acte génocidaire a été rendu possible. Ça vous parle, ce lien-là entre idéologie qui a une fonction d'autorisation de la haine, et de la haine pas seulement comme émotion, parce qu'à la limite, quelqu'un qui a la haine vis-à-vis de toi, mais qui ne te fait pas de mal, bon, bah, fais ce que tu veux de tes émotions. Quelqu'un qui a de la haine, mais qui a du pouvoir politique, de demander à un militaire d'assassiner, ou de demander à quelqu'un de te tuer au couteau ou autre, ou de fabriquer une usine d'extermination, là, la haine, elle est problématique quand quelqu'un a du pouvoir de traduire sa haine en violence matérielle, concrète. Qu'on oublie justement que le nazisme était un système de haine plurielle. Peut-être je vais vous le redire. Bon, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est pour le vérifier un petit peu avec vous. Est-ce que vous vous rappelez qui a été la cible, les différentes cibles plurielles des nazis jusqu'à être enfermés dans les camps de concentration? On va essayer de passer toute la liste, parce qu'en fait, la liste, elle est plurielle. On peut se la redire ensemble? Tziganes, homosexuels. Ouais, bisexuels, donc LGBT au sens large, même si avant on n'employait pas ce terme-là. Les juifs, évidemment, on les a dit. Les tziganes. Donc les juifs, et pareil avec la question des juifs, rappelez-vous, c'est des juifs réels, donc des gens qui sont issus de culture juive, de parents juifs, et éventuellement des gens qui sont croyants et qui se reconnaissent comme juifs. Mais c'est aussi des juifs supposés. C'est-à-dire que c'est les nazis qui ont dit, toi t'es juif, on regarde ton nez. Et même si la personne est chrétienne, catholique, même des musulmans ont été déportés par les nazis avec l'étoile jaune alors qu'ils étaient musulmans. Mais les critères, c'était la circoncision, le nez soi-disant juif et la couleur de cheveux bruns.
D'accord? Ceux qui ont vécu l'antisémitisme, ce pas forcément des juifs réels, c'est aussi des juifs supposés. Vous avez dit des tziganes, donc ça a été Rome, gens du voyage, et effectivement tziganes notamment de l'Est. Et eux, ils ont un nom, les tziganes d'ailleurs, pour les juifs, pour le projet d'extermination finale, là, le projet génocidaire, on parle de Shoah. Pour les tziganes, on parle de Samudaripen. Le Samudaripen, c'est le nom du massacre collectif qu'ont donné en langue romanie le nom du massacre collectif qui considère qui est pour les tziganes, comme les juifs ont créé le mot de la Shoah. D'accord? Ok, vous en pensez à d'autres encore? Les communistes, Communistes? Qui d'autre au niveau politique? des socialistes aussi. Socialistes? Anarchiste. Anarchistes? Des chrétiens aussi. Alors ouais, là on est sur un autre aspect religieux. Chrétiens, catholiques, des fois on oublie. Et c'était surtout les chrétiens et les catholiques de gauche Ouais. qui ont été massacrés. Aussi pareil, les juifs de gauche. Ouais. Les juifs communistes, les judéo-bolcheviques, comme on disait à l'époque, là. Euh, toute une série du coup d'individus qui, quand bien même ils sont athées, ont été en camp de concentration. D'ailleurs, il y a des étoiles spécifiques pour les juifs communistes, par exemple. Vous savez que les juifs, l'étoile était jaune. Pour les juifs communistes, il y avait des branches jaunes et des branches rouges. Ouais. Les juifs, enfin des branches, pour les juifs, ouais. Pour les communistes, c'est le triangle rouge. Ouais. Pour les personnes homosexuelles, c'est le triangle rose. Ça vous rappelle quelque chose, tout ça, là, toutes ces histoires de triangle aussi, là? Ok. Je crois qu'il y a des gens qui m'ont donné des réponses par téléphone. J'avais coupé le haut-parleur comme on me l'avait demandé. Du coup, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez dit des catégories autres que je n'ai pas abordées? Ouais. Toutes les personnes handicapées, enfin en tout cas en situation de handicap physique, des personnes qui ont soit des troubles ou des maladies mentales. Je dis maladie mentale, pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens avoir une maladie, comme on peut avoir un cancer, un rhume, on peut avoir des maladies aussi mentales. Les personnes trisomiques, les personnes qui sont nées avec ce que les nazis considéraient comme être des malformations, des déformations. Donc, en tout cas, sur la question du handicap aussi, on a eu une logique génocidaire d'une intention de détruire toute personne qui était, que les nazis estimaient ne pas être valide. OK? D'autres personnes, vous pensez à d'autres personnes? On a oublié les témoins de Jéhovah aussi, dans les critères religieux. Les témoins de Jéhovah ont fait partie des cibles particulières des nazis dans les camps de concentration. De manière plus générale en politique, on avait tous les opposants au nazisme. C'est pas seulement la haine des gauchistes, des communistes, des anarchistes, des chrétiens de gauche, des juifs de gauche, des musulmans de gauche, etc. On avait aussi, du coup, toute forme d'opposants. Donc, en fait, les opposants anti-nazis de droite, de centre-gauche, de centre-droit, ont fini dans les camps de concentration avec aussi un triangle particulier qui était celui des opposants. Les syndicalistes, être syndicaliste tout court, défendre les droits, critiquer le pouvoir et le système, a été un motif d'internement. D'abord être envoyé dans les camps de travail, puis ensuite aussi être exterminé, une fois que le nazisme a basculé dans la logique d'extermination. Les immigrés, étrangers, immigrés, migrants, les soldats coloniaux de l'Empire colonial français, il y avait un statut spécifique pour les coloniser. Les musulmans, tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas dit, j'ai parlé des musulmans de gauche, mais j'ai oublié de dire les musulmans tout court. Une partie des musulmans ont aussi été internés, étaient présents, des personnes noires. Il y a des noirs dans les camps de concentration, il y a des documentaires et des recherches historiques qui ont été faits là-dedans. Ce qu'ils appelaient les orientaux. Les nazis les appelaient les orientaux, ils avaient une étoile aussi spécifique. Donc les orientaux, c'est à la fois tout le Moyen-Orient, mais c'est bon, c'est les Maghrébins aussi, ce qu'on va dire les Arabes aujourd'hui, mais bon, un Turc.
pays, il y avait des systèmes d'alliance géopolitique entre l'extrême droite de certains pays euh, non européens avec l'extrême droite nazie européenne. Bon, par exemple, les Asiatiques, ils font partie des races inférieures du point de vue des nazis, sauf les Japonais. Alors, en fait, sauf les Japonais, si, c'est une race inférieure. Mais comme ils faisaient partie de l'alliance fasciste, ils n'ont pas été ciblés par le projet d'extermination. Là, parce que c'était une alliance d'extrême droite à extrême droite. Ça va? Il y a aussi, dans la logique du nazisme, de la haine, il n'y a pas qu'une question raciste, il y a aussi une question profondément politique. Il faut avoir ça en tête. Le nazisme est un projet de société globale. Hitler, je vous rappelle, qu'il voulait créer le nazisme et l'Empire allemand pendant un millénaire. Lui, il faisait le ménage, là, il détruisait tout ce qui n'était pas nazi, tout ce qui n'était pas conforme à leur idéologie nazie pour fabriquer une société nouvelle pendant 1000 ans. Mais c'est bien un projet politique, le nazisme. Hein. Ce n'est pas une histoire de préjugés, on est d'accord. Quand il y a des camps de concentration, on n'est plus dans une affaire de préjugés. Alors du coup, maintenant, on a bel et bien, on voit bien que chez les nazis, il y a cet aspect d'une pluralité des haines et d'une pluralité des cibles qui se font arrêter, réprimer, discriminer, harceler, mais aussi envoyer dans des camps, puis finalement génocider. Ah oui, j'ai oublié la race des Slaves, du coup, là, cette affaire des Polonais, là, etc. Évidemment, quand je dis le mot race chez moi, ce n'est pas les races biologiques. Pour moi, les races biologiques n'existent pas. D'accord? Il n'y a pas de race biologique. Il n'y a qu'une seule espèce humaine. C'est important qu'on se le redise. Mais du point de vue du racisme nazi ou du racisme colonial, les races sont censées exister d'une part. Puis, il y a une idée de hiérarchie entre les races. Et je vous rappelle que dans le système nazi, du coup, c'est la suprématie blanche. Ça, c'est pour la colonisation, pardon. Et pour le nazisme, la race supérieure, c'est la race blanche, mais il l'appelait comment, vous vous rappelez, la race blanche, là? La race aryenne. C'est ça, la race aryenne, ouais. Ce qui est un truc, bon, des fois ça fait sourire quand on se le disait, mais la race aryenne, c'est les grands, costauds, blonds, aux yeux Aux bleus. yeux bleus. Vous vous Ouais. rappelez de tout ça? Oui. Ce qui a toujours un côté surprenant pour ceux qui s'intéressaient à ça, c'est mais le petit bonhomme, là, brun, aux yeux marrons, là, Hitler, là, c'est quoi son problème, là? Bon, des fois, on se le dit en mode, il y a quelque chose de troublant. Mais en fait, c'est pas que c'est troublant, c'est que le projet nazi est un projet, est une idéologie euh, qui est déconnectée du réel. Elle est fausse, fondamentalement fausse. Elle a une logique interne, d'accord? C'est un système de logique de haine interne, mais ce type de système de pensée, qu'on pourrait presque dire malade, en fait, c'est aussi pour ça qu'il est bourré d'incohérences. Évidemment que c'est un système incohérent. Il est profondément déshumanisant, mais il est aussi profondément déshumanisé. Il y a quelque chose de l'ordre de ce système-là. Le fascisme est une... alors, je ne vais pas dire le forme de maladie, j'aime pas les métaphores en termes de maladie, justement, là. Mais en tout cas, c'est une logique perverse. Il y a quelque chose de profondément mortifère à la base. Il faut qu'on puisse se le redire pour avoir des repères. Le fascisme est un courant politique. On ne peut pas avoir une analyse du fascisme et du nazisme sans parler de l'axe gauche-droite, etc., des questions des projets politiques. C'est à la fois un projet politique qui est raciste, racialiste, etc. C'est un projet politique dans le sens d'une conception de l'organisation du monde, du rapport entre les êtres humains, de la loi, du droit. C'est une conception de la violence légitime ou illégitime. Bon, pour un nazi, croiser un juif dans la rue, un enfant et l'abattre d'une balle dans la tête, pas de souci en fait. Hein. Donc ça, on est sur la question de la violence légitime ou illégitime. Si je reprends le même fait de violence que je viens de décrire, en changeant le contexte, on est à Lens en 1944, au moment où il y a le déclenchement des offensives de libération de la France, des différentes forces fascistes, avec les De Gaulle, avec la résistance française, etc. Et qu'un individu croise un commandant nazi dans la rue et l'abat d'une balle dans la tête. C'est le même geste, c'est pas le même sens, c'est pas la même intention. Et d'un point de vue historique aujourd'hui, on considérerait que c'est de la violence légitime. C'est chaud, hein? On vient quand même de se dire un individu va tuer un autre être humain. C'est problématique, ça. Hein?
Maintenant, si je vous redis une question, vous allez voir que le choix des mots, en fonction, la façon dont on lit un fait de violence, dépend bel et bien d'un système de pensée, et chaque mot est important. Maintenant, si je vous dis des individus, vous allez voir que ça va déconner. Des juifs, je crois que c'est Birkenau, qui massacre des nazis pour se libérer du camp de concentration. En fait, là, on ne va pas dire qui massacre. On va dire une insurrection juive pour se libérer des nazis. Ça vous parle là maintenant? Qu'en fonction de la manière dont on lit un phénomène, on ne va pas l'appeler de la même manière. Alors, évidemment, moi, je vais être pour l'insurrection des juifs qui essaie de se libérer, en fait, il n'y a aucun doute, au regard de mes choix politiques, de mes prises de position et de l'analyse collective qu'on a maintenant après la Seconde Guerre mondiale. Système de haine pluriel, il faut avoir en tête que dans le système de pensée nazi, ce qui fait unité de la haine, c'est leur conception fondamentale de l'être humain. Ils ont une conception de l'humanité, et tout ce qui est hors de leur conception de l'humanité est déshumanisé et donc exterminable. C'est ça qui fait l'unité des haines. Ce n'est pas des haines désordonnées. Elle n'est pas du tout désordonnée puisqu'elle est organisée politiquement. Toute l'administration et l'État allemand est au service d'une logique d'organisation de la répression de la violence jusqu'au génocide. Alors, petite précision qui est important, au niveau historique, même si dans Mein Kampf, il y a déjà des traces du projet génocidaire des nazis, l'extermination des juifs, etc., ce qu'on appelle à proprement dit en histoire l'extermination finale, le projet n'était pas présent en 1938, 37, 39, 40, etc. C'est au fur et à mesure de l'organisation de la violence étatique nazie, avec l'élaboration des camps de concentration, puis l'industrialisation de la déportation, etc., puis la nécessité de petit à petit de tuer, de faire de la place avec les cadavres, etc. Puis ensuite, on a une logique d'invention des gaz, des chambres à gaz. Le projet d'extermination finale, il apparaît à un moment donné de l'histoire du nazisme. Il n'est pas là forcément dès le départ. Je ne sais pas si je suis clair quand je le dis comme ça. Il y a aussi une logique de... c'est horrible de le dire comme ça, hein, d'évolution chemin faisant au regard de leur propre réalité historique. Et d'emballement aussi, mais aussi d'augmentation de leur logique de haine. D'accord? C'est au fur et à mesure que leur haine se déploie, quelque part qu'elle se... le perfectionnement de la logique d'extermination finale. Et du coup, dans la même chose, la logique nazie, il y a une logique d'industrialisation de la haine et de la recherche de la plus grande efficacité et du plus grand perfectionnement de la logique de destruction. C'est quelque chose qui est incroyable. Avec du recul, qui est quelque chose qui est incroyable. Si j'ai réussi à vous expliquer que la logique de haine plurielle dépend aussi de la conception de l'humanité, que ça fait partie aussi d'un processus de déshumanisation de l'autre, déshumanisation d'autrui, et que c'est ça qui fait la logique qui rend possible la logique de violence, qui rend possible l'émergence de pulsions haineuses jusqu'au passage à l'acte violent. J'essaie de refaire des petites synthèses de ce que j'ai dit juste avant, là, du coup. Et que du coup, il y a à la fois des préjugés comme des braises sur lesquelles il y a un système politique qui souffle. Vas-y, t'as raison, on souffle dessus. Un système idéologique qui vient justifier la logique de haine et de violence, trouver ça normal, d'accord, qui vient trouver la normale, et ensuite d'un système social global qui vient embrigader des gens et font qu'un certain nombre d'individus vont se mettre à participer à la logique autoritaire, fasciste, raciste, sexiste, génocidaire, etc. Et là, oui, absolument, les fractions d'extrême droite fasciste et nazie ont augmenté en pourcentage dans les années 20, les années 30 et les années 40. Il y en avait vraiment beaucoup. Ils ont augmenté avec une capacité en tant que minorité à prendre le pouvoir d'État. Je rappelle, ils l'ont pris de manière légale. Ils l'ont pris de manière légale, que les nazis ont pris le pouvoir et que Hitler a été nommé chancelier. Ce n'est pas une prise de pouvoir de type de coup d'État dictatorial et militaire, hein, d'accord?
mais ça veut dire qu'ils ont aussi construit un rapport de force idéologique, un climat dans le système de pensée, et aussi ils ont réussi à utiliser les effets de peur et de terreur. Des gens, en situation de peur, nous avons tous, les êtres humains, des mécanismes de défense psychique, physiologique, qui s'appellent l'effet de sidération. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années, notamment avec la question du viol. Pendant des années, les gens ne comprenaient pas pourquoi des femmes violées s'étaient pas défendues et débattues. Alors, si elles se sont défendues, mais parfois elles n'ont pas pu se débattre. Face à un sentiment de mort imminente, le corps est fait, dans notre nature humaine au niveau anthropologique, mais comme les animaux, face à un danger, on a toujours trois types de réactions. Soit le combat parce qu'on peut, soit la fuite parce qu'on peut, soit la soumission. Dans le cadre de votre travail, réfléchissez-y. Il y a plein de fois où vous avez eu des abus de pouvoir de la part de votre hiérarchie. Soit vous avez pu vous battre syndicalement, soit vous avez changé de travail parce que vous aviez affaire à un manager, un patron pervers narcissique, destructeur, des conditions de travail indignes et abîmantes. Vous avez pu fuir. Soit il y a un effet de soumission à l'autorité ou à une situation insatisfaisante. Pour plein de raisons, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas confiance en vous, il y a trop de chômage, et parfois vous êtes soumis, pas dans le sens où vous acceptez, dans le sens où vous perdez vos repères. Il y a un état de confusion mentale possible, et l'effet de tétanie, c'est l'effet de peur. J'ose même plus contredire mon chef. Dans les situations de violence conjugale, c'est la même chose. Vu d'extérieur, plein de gens disent, mais comment elle a pu rester avec un homme pareil pendant tant d'années? Nous, on avait déjà repéré des choses. Hein. Bah, c'est la même chose. Toutes les femmes qui sont avec un homme violent, elles ont des moments de combat et de défense quand elles le peuvent, avec la parole, parfois plus. Et puis, il y a des effets de répression des hommes violents qui font que petit à petit, les femmes n'arrivent plus à se défendre. Non pas qu'elles ne se défendent pas, elles n'y arrivent plus, soit par peur simplement du conflit, par fatigue, j'en peux plus, ils se mettent en colère trop vite, et puis aussi par tout un système on parle de gaslighting, de lavage de cerveau, qui vise à retourner le cerveau des femmes pour finir à ce que les hommes leur font croire que c'est elles qui sont responsables de leur propre colère, qui réussissent à faire croire aux femmes que c'est elles qui sont responsables de la violence des hommes, ou alors qui réussissent à faire croire que les hommes, ils ont eu des problèmes dans leur enfance, donc c'est eux les victimes en fait, et c'est pour ça ils se contrôlent pas. C'est un processus de lavage de cerveau d'agresseurs qui contribue à désarmer psychiquement la victime, accepter à un moment donné qu'on puisse faire vivre, subir à l'autre quelque chose qu'on n'accepterait pas pour soi-même. Là, moi, je reviens sur des choses qui sont banales, hein, aussi sur les logiques de compréhension de la déshumanisation nazie. C'est aussi banalement ce moment où quelque chose qu'on n'accepterait pas pour soi et pour les siens, on le trouve normal et acceptable pour d'autres. Et à partir de là, on est déjà au début du processus de déshumanisation. Ce processus de déshumanisation-là, il a aussi fonctionné par un endoctrinement à la perte d'empathie et à ce qu'on appelle la déresponsabilisation collective. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la thèse de la banalité du mal de la philosophe juive américaine, enfin allemande, voilà, Hannah Arendt? Je vous en dis deux mots parce que c'est extrêmement important. Moi, quand j'étais petit, je pensais, on m'avait raconté ça, je m'étais dit, bah, si les nazis sont arrivés au pouvoir, c'est que la majorité des Allemands, ils étaient tous nazis, idéologiquement. Ou si Pétain et les fascistes, les Français avaient aidé à la déportation des Juifs et d'autres gens, c'est parce que les Français étaient fascistes, étaient les Français, les Allemands. Ça vous va ce récit-là un petit peu? Bon, ça, il faut qu'on fasse vachement gaffe. Et là, je reviens sur Hannah Arendt, la banalité du mal. Elle avait notamment, autour du cas d'Eichmann, le procès d'Eichmann à Jérusalem, Eichmann, c'était un bureaucrate et un des principaux organisateurs de l'extermination finale, mais un administratif qui a donné des ordres, qui a expliqué. Et en fait, ce qui était fou dans la psychologie de ce monsieur, sa psychologie politique, c'est qu'en fait, son système de défense, qui peut-être était pervers et manipulateur, mais il y a aussi une dimension où il était sincère. Lui, il disait, ah, moi, je ne fais pas de politique. Moi ça ne me concerne pas, moi. Moi, je suis un agent de l'État, je fais mon travail, je suis quelqu'un de consciencieux. Moi, je suis un subalterne, un subordonné. Quand on me donne des directives, je dois les exécuter. Et tout son système d'explication de comment il a contribué à élaborer le projet d'extermination finale, c'est quelqu'un qui est dépolitisé dans son rapport au monde, qui ne veut pas forcément prendre parti. C'est pas lui.
Et donc, il se déresponsabilise de sa propre responsabilité principale. Et du coup, l'expérience de Milgram, qui est un chercheur en psychologie sociale, qui va reprendre les thèses de la philosophe Hannah Arendt sur la banalité du mal et qui va l'appliquer en psychologie sociale pour vérifier la thèse d'Hannah Arendt. Donc, du coup, je reviens sur les nazis, là. Ils sont une minorité qui ont grandi, qui ont pris le pouvoir politique, qui ont eu de la force, qui ont utilisé la violence pour créer les climats de terreur, et aussi les mécanismes de sidération, là. C'est aussi qu'à un moment donné, face à la peur, beaucoup de personnes à l'époque se sont dit non, ça va pas arriver, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en mode peur, pas forcément en mode déni. Mais non, ça va pas arriver. Il y a eu ça, mais il y a aussi des moments où des gens ont clairement vu, clairement perçu, mais le fait de voir ce qui est en train de se dessiner arriver, c'est pas une prise de conscience avec un sursaut dans l'action. Pour qu'il y ait ça, il faut des conditions qui transforment la peur en courage ou qui transforment la peur en volonté d'action. Il faut aussi des contextes qui soient favorables à ça. Quand il n'y a pas ces contextes-là où que les gens sont perdus, la peur crée un effet de tétanie dans un peuple. Dans l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, ça c'est un truc de fou. Vous pouvez trouver des trucs grand public sur Internet, mais je vous dis ce truc-là parce qu'il est intéressant. Il ne faut pas se dire, enfin je vous propose de ne pas vous dire ça. Ne vous dites jamais, moi si j'avais été pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais été résistant. Moi, si mes voisins, j'étais voisin d'un homme violent, je serais intervenu. Moi, si j'avais été dans le métro, quand il y a eu une agression sexuelle devant moi d'une meuf qui s'est fait violer par plusieurs personnes, moi, je serais quelqu'un de bien, je serais intervenu. Moi, si je vois un musulman qui va se faire courser par des skinheads néo-nazis, là, j'appelle la police, je fais quelque chose. Moi, si je travaillais à France Télécom et que j'avais vu le système de harcèlement moral se mettre en place jusqu'à pousser un collègue au suicide, j'aurais fait quelque chose. Et moi, et moi, et moi. C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est ça qui est terrible, voire même qui est glaçant. C'est qu'on a dans nos mécanismes, du coup, ce qu'on appelle un mécanisme de déresponsabilisation et de soumission à l'autorité. Dans l'expérience de Milgram, donc je vous l'ai dit rapidement, il y a plein de facteurs qui ont été mesurés scientifiquement, etc. Ce n'est pas un truc à l'arrache, là. Ils ont pris plein de variables. Mais en fait, il y a trois protagonistes, trois acteurs. Il y a un individu qui est l'individu testé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une annonce grand public où les gens disent on fait une expérience scientifique et l'expérience qui est annoncée, écoutez-moi bien, ils vont dire aux gens qui veulent mesurer l'impact de la pression psychologique et de la peur de la violence physique, voire de la douleur, sur l'augmentation de la performance éducative et intellectuelle. Ça va, je le redis. Peur de la douleur, souffrance, douleur, violence verbale, morale ou physique. Est-ce que ça permet à des gens d'être meilleurs à l'école, d'être plus efficaces au travail? On embauche quelqu'un, on lui explique ça, et en fait, cette personne-là, son rôle, ça va être d'appuyer sur un bouton avec une personne qui doit réaliser des tests scolaires, on va dire. Et en fait, à chaque fois que la personne se trompe, fait une erreur, elle reçoit une décharge électrique. D'abord une petite. Puis au fur et à mesure qu'elle fait une erreur, la personne, elle est payée donc, pour augmenter la dose, la charge électrique. Ce que la personne, enfin la personne, toutes les personnes qui ont participé à cette expérience, ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'en fait, la personne qui se prend la décharge électrique, c'est un cobaye, c'est un acteur. Et que la vraie personne qui est testée, c'est celle qui appuie sur le bouton et qui se soumet à l'autorité. Dans la situation, l'acteur, la première fois, va faire aïe, bah, c'est quoi? C'est quoi? Non, non, vous. Et là, le faux scientifique, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'expérience. Ne vous inquiétez pas, d'acteur qu'on continue. Et au fur et à mesure, du coup, c'est toujours le scientifique qui demande à l'appuyeur sur le bouton, on va dire, d'augmenter la charge. Au début, la personne donc augmente jusqu'à ce que les cris de la personne en face commencent à être de plus en plus grands. Je veux dire, tu joues à un jeu, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez gamin, tu touches un fil électrique là, dans les champs, ou tu es un truc d'enfant, tu dis ouais, vas-y Julien, vas-y Fatima, appuie sur le truc, tu rigoles un peu, ça va, une petite charge électrique. Quand tu as quelqu'un qui commence parce que c'est ça qu'ils ont mis en scène,
Je vous le fais un petit peu pour que vous rendiez compte de ce que ça peut faire. Je remets un peu de théâtre, parce que le jeu émotionnel d'une situation, elle est importante aussi. Au début, la personne, elle est présentée comme étant volontaire dans l'expérience. Et puis au bout d'un moment, elle commence à crier de plus en plus fort. Ah! Ah! Non, arrêtez, je veux plus! Ah! Arrêtez, je veux plus participer à l'expérience! Ah! Arrêtez! Arrêtez! Donc quand tu as quelqu'un qui hurle comme ça, normalement, un être humain, tu t'arrêtes. Ça va? C'est glaçant. Ça commence à être glaçant ce que je viens de faire là. Dans 80 à 90% des cas, les gens qui appuient sur le bouton étaient jusqu'à la mort. C'est-à-dire que sur le bouton, il était marqué, je sais pas, faible, moyen, machin, le seuil de dépassement de tolérance de la souffrance humaine, risque de crise cardiaque, nanana, décès assuré. 80% des personnes testées, toutes classes sociales confondues, partis politiques, nanana, croyances religieuses, sexe, genre, enfin genre ils n'ont pas mesuré à l'époque. Dans les tests, ceux qui ont résisté le plus, c'était des personnes qui avaient un profil militant de contestation de l'autorité, un rapport à l'autorité où c'était j'obéis à l'autorité seulement si elle est juste. C'était le facteur qui fait qu'il y a le plus de gens qui ont arrêté le plus vite. Alors du coup, conséquence, a priori, on se dit, mais ce truc-là, ça veut nous dire que en fait, 80% des gens sont prêts à tuer quelqu'un juste parce que un chef lui demande. Eh ben non, c'est pas ça qui se passe. Parce qu'en fait, les gens qui appuient sur le bouton, elles aussi, elles ont résisté. Quand elles ont vu les cris des personnes arriver, elles commencent à se retourner vers l'autorité et fait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut arrêter. Ah non, mais moi, je continue. Enfin, moi, je continue pas dans ces conditions-là, ça va pas. Quasiment tout le monde a résisté, en fait. Ce qui fait que les gens ont été jusqu'à la mort, et c'est ça qui est le plus important dans ce jusqu'à la mort. La personne n'est pas morte, c'était un acteur, on est d'accord? Qui ont accepté de tourner le bouton jusqu'au bout. C'est le moment, ce qui était le plus efficace comme argument pour faire céder la conscience de quelqu'un, c'est quand les personnes scientifiques, donc là dans tous les facteurs, je vous rappelle aussi qu'ils ont testé, ça fait quoi la différence quand le scientifique a une blouse, pas de blouse, des lunettes, pas de lunettes, quand il demande êtes-vous voyez, tutoyer, ils ont testé plein de paramètres pour voir c'est à partir de quel paramètre on a le plus de risques que la personne se soumette à l'autorité. Et là, le truc qui était le plus décisif, c'est quand les faux scientifiques disaient à la personne non seulement continuez, l'expérience est sous contrôle. Continuez, on sait ce qu'on fait. Continuez, on est des scientifiques. Et ça, ce n'était pas suffisant. Ce qui faisait que les gens continuaient, c'est quand les scientifiques disaient nous prenons la responsabilité de ce qui se passe. C'est nous qui sommes responsables de l'expérience. C'est sur cette phrase-là qu'on obtient plus de 80% des gens qui vont jusqu'à tuer quelqu'un et donc participer à un homicide. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de délégation de la responsabilité. C'est le moment où un être humain a le sentiment que son corps est un objet et qu'en fait, celui qui a tué l'autre, ce n'est plus soi, c'est le commanditaire. C'est ça, une des principales leçons à la fois d'Hannah Arendt sur la banalité du mal, c'est sur ce mécanisme de délégation de la responsabilité, de déresponsabilisation des gens qui ont une responsabilité dans un processus de déshumanisation, et y compris pour la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça va? J'ai réussi à l'expliquer à peu près de manière claire. Donc ça, maintenant, on le sait pour la Seconde Guerre mondiale. Ça nous a permis de comprendre aussi les mécanismes de déresponsabilisation et de banalité du mal, par exemple à France Télécom ou dans plein d'autres types d'entreprises qui ont des méthodes de management qui ont poussé des gens au suicide, d'accord, qui ont contribué à la mort de gens. On a les mêmes mécanismes de déresponsabilisation de la responsabilité. Où des gens ont vu que leurs collègues allaient craquer et n'ont pas osé appeler l'inspection du travail, appeler le syndicat, faire quelque chose. Et on a ce mécanisme-là, qui est un mécanisme, encore une fois, je le dis, psychosocial, qu'on a tous en nous potentiellement, mais par contre, on n'a pas tous potentiellement en nous à 100%. C'est-à-dire que s'il y a une partie d'éducation, s'il y a une partie d'explication de ces mécanismes, etc., et un effet d'autorisation des gens d'avoir le droit de dire je ne suis pas d'accord avec l'injustice qui se passe sous mes yeux, c'est quand ces conditions-là sont réunies qu'on augmente considérablement le nombre de résistants ou de gens qui vont se désolidariser, non plus des victimes, mais cette fois-ci des bourreaux et des agresseurs. Je me permets, Jessie. Ouais. J'avais lu aussi une étude qui avait été faite
sur les gens, la déresponsabilisation, où ils expliquaient que quand on est seul à voir quelqu'un se faire agresser, on se sent plus responsable que si on est plusieurs. Et en fait, plus il y a de monde, moins il y a de chances que les personnes interviennent, parce que quand on est seul, on se sent responsable. Alors que quand il y avait plusieurs, alors c'était mieux expliqué, plus scientifique, machin. Non, je vois tout à fait ce Tu que tu vois, veux dire. ça rejoint un peu ce que tu disais, et ça m'avait un peu. C'est pour ça que dans les rames de métro, par exemple, quand il y a une agression, il y a très peu d'intervention, parce que tout le monde se déresponsabilise, en fait, en disant bah, c'est lui, il n'intervient pas. Enfin, voilà. C'est ça. Voilà. Et parfois, le paradoxe aussi qu'on a pu voir, c'est que aussi, quand on est seul, la peur est plus importante. Parce que tu n'as pas de soutien pour intervenir. Et du coup, par contre, ce qu'on sait, ce qui favorise la réaction et le passage à l'action, le collectif il favorise, à condition qu'il y ait une personne qui regarde les autres et qui crée de l'alliance et qui dit il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. À chaque situation d'agression, quelle que soit raciste, sexiste et autres, c'est quand des personnes se regardent et recréent du lien d'humanité entre des spectateurs d'une violence et qui décident de prendre la parole pour dire non, c'est pas normal. Et enfin, moi, pour avoir dans ces exemples-là dans le métro, là par exemple, j'ai déjà vécu ça plein de fois. Quand j'étais petit, personne réagissait, et moi, c'est une des raisons pour laquelle maintenant je réagis. J'ai suffisamment vécu de situations de violence de ce type-là ordinaire, sans réussir à avoir du soutien de la part des adultes ou d'autres gens. Et maintenant, je sais qu'à chaque fois, quand il y a une situation de violence, moi, je vais y aller, mais pour y aller, je vais aussi faire des relations de solidarité avec les autres gens pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Viens, on y va, tac, tac. Et en fait, quand on fait ça, assez vite, il y a d'autres gens qui y vont, qui réagissent. Ça peut être assez rapide, mais il faut avoir le petit réflexe de créer de l'alliance, créer du courage, y aller. On voit en politique aussi, ça marche hein, dans les médias et l'actualité. Il arrive qu'il y ait des propos, mais incroyablement illégaux, qui sont tenus sur les chaînes de télévision. Hein. À quel moment il y a des procès avec des sanctions comme des personnes comme Éric Zemmour? C'est bel et bien parce qu'il y a des courageux et des courageuses qui ont rappelé la loi, qui ont pris la parole pour dire que c'était inadmissible, et d'autres personnes qui ensuite ont déclenché un mouvement d'aller jusqu'au procès pour empêcher ce monsieur qui est de nuisibilité publique. Éric Zemmour, c'est un délinquant multirécidiviste, ce monsieur. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont osé prendre la parole. Pareil sur la libération de la parole, MeToo, inceste, sur les viols, etc. C'est aussi parce qu'il y a des personnes qui ont osé parler. Et elles ont osé parler parce qu'il y a des personnes qui les ont soutenues. Et c'est aussi comme ça que se fait une sorte de cercle vertueux de relancer la machine égalitaire et que la peur change de camp, que la honte change de camp. Et on a les mêmes mécanismes sur la condamnation de l'antisémitisme. Quand les gens se sont tus sur l'antisémitisme pendant trop longtemps au 19e siècle et au 20e siècle, c'est ce qui a créé un climat qui a autorisé la montée en antisémitisme nazi les années suivantes. C'est parce qu'il y a des personnes comme le J'accuse, parce qu'il y a des personnes qui ont pris position, Zola et Jean Jaurès, c'est l'humanité qui a pris position pour Louis Dreyfus, par exemple. Et du coup, c'est parce que des personnes ont pendant des années condamné l'antisémitisme qu'il y a eu que l'antisémitisme a été contenu. Peut-être que le phénomène nazi aurait eu lieu plus tôt s'il n'y avait pas eu tant de gens courageux, etc. D'accord? Mais à chaque fois, il faut retenir que moi, c'est une des leçons que j'avais retenues quand j'avais croisé un ancien déporté juif dans une discussion qui me parlait de la notion des justes. Et il disait que les justes, c'était toutes les personnes, quel que soit leur camp politique, leur classe sociale, leur religion, etc., qui, face à une situation d'injustice face aux nazis en général, mais aussi face aux persécutions juives, les justes, c'est ceux qui ont décidé de faire ce qui était juste et qui ont planqué des enfants juifs dans des villages, à la mosquée de Paris, par exemple, et des enfants juifs qui ont été planqués par des musulmans. Bref, vous allez en retrouver plein, on appelle ça les justes. Les résistants, que ce soit les francs-tireurs partisans, les FTP, ou les FTP Moy, francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée, comme vous savez, le collectif Manoukian, là, ou le collectif Manoukian avec Misak Manoukian, qui étaient les ouvriers, des ouvriers immigrés qui ont organisé la résistance en France avec des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des communistes, etc., qui ont organisé la résistance du côté de la main-d'œuvre immigrée. C'est parce qu'il y a des justes dans une société que les logiques de haine sont soit contenues pour qu'elles soient moins destructrices, parce qu'on ne claque pas des doigts pour plus qu'il y ait de haine, d'accord? Elle est contenue,
soit on arrive non seulement à l'endiguer, à l'effacer en partie. L'antisémitisme, après la Seconde Guerre mondiale, on y reviendra la prochaine fois, il a été systémiquement contrôlé. Il a reculé considérablement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus d'antisémites. Hein. C'est pas ça. C'est que par rapport à l'ampleur de l'antisémitisme et du sentiment d'impunité antisémite qui existait avant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un cadenassage, une condamnation collective de l'antisémitisme. J'arrête là pour les grandes lignes d'apport. C'était sur l'aspect économique du fascisme. C'est pas seulement le fascisme ne naît pas que de préjugés, de questions d'idéologie raciste, de haine de l'humanité, etc. Le nazisme et le fascisme est un système économique. Il naît aussi, c'est un système autoritaire au service d'un développement géopolitique et économique. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ça, vous vous en rappelez peut-être. C'est parce que aussi il y a eu la crise de 1929, la crise économique, mais qui a démarré dans les années 20, qui a eu un effet de déflagration européenne, peut-être même mondiale, mais surtout en Europe, de destruction du tissu social, du tissu économique, des sécurités économiques, etc., qui a été le terreau sur lequel les nazismes et les fascismes ont pu prospérer. Et ça, on ne comprend pas forcément. Le fascisme, moi, je tiens à rappeler que c'est un mouvement d'extrême droite, absolument. Mais il faut toujours rappeler que la force du fascisme et du nazisme, c'est un discours profondément nationaliste, violent et autoritaire, avec, dans son discours de démagogie, des déguisements de gauche. Je vous rappelle que le nazisme, c'est le national-socialisme. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hitler et tous les nazis, ils n'avaient rien de socialiste. Hein. Ou alors on dit, bah si, ils voulaient que l'État contrôle l'appareil de production. Bon, allez, d'accord. Mais non, en fait, leur projet, il n'est pas du tout égalitaire. Il n'a pas une vocation qui correspond aux idéaux anarchistes, communistes, chrétiens de gauche, juifs de gauche. Absolument pas. Par contre, l'idée des nazis, c'était aussi d'utiliser la colère contre le capitalisme et les forces de l'argent pour pouvoir prendre le pouvoir. D'où toute une partie de la rhétorique. La rhétorique, c'est la façon de parler, l'art de la parole, le vocabulaire, la structure de pensée d'Adolf Hitler, qui reprenait une partie de on va dire, la phraséologie, les types de phrases qui étaient empruntés au mouvement syndicaliste, ouvrier, communiste, anarche, socialiste, sociodémocrate. Mais du coup, c'est un habillage. En France, quelqu'un qui incarne bien ça ces dernières années, là, c'était un monsieur comme Alain Soral. Je ne sais pas si vous voyez Alain Soral, qui est un antisémite notoire. C'est un raciste notoire. C'est quelqu'un qui a fait des formations avec l'Action française, Génération identitaire, etc. C'est un ancien cadre du Front National. C'est un parfait manipulateur qui a fait croire qu'il avait été membre du Parti communiste et du bureau politique du Parti communiste, ce qui est un mensonge. Il n'y a aucune trace de ça. Peut-être qu'à titre personnel, il a lu des trucs communistes. Bon, c'est son problème, ou rien. En tout cas, du coup, son slogan, si je ne dis pas de bêtises à Alain Soral, déjà, il disait « Nous, on n'est ni de droite ni de gauche ». Souvent, ça, c'est les fascistes qui disent ça. L'extrême droite, ni de droite ni de gauche, c'est un discours fasciste historiquement. Et Alain Soral disait « On est droite des valeurs et la gauche du travail ». Ça s'appelle les stratégies de confusion. Il essayait de mélanger pour dire qu'il faisait une sorte de synthèse entre une partie des choses bien à gauche, une partie des choses bien à droite. Bon, ben non, en fait, c'est que Soral, il s'inscrit dans ce point de vue-là, dans la suite logique d'une tradition d'extrême droite nazie, qui a un discours d'apparence progressiste sur le point de vue de l'économie et qui est profondément réactionnaire. Le nazisme est un système de renforcement du capitalisme, mais d'un capitalisme autoritaire, sans contrôle démocratique, sans respect des lois humaines, des droits de l'homme, que ce soit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ou de celle, évidemment, post-nazisme, de la Déclaration universelle des droits de l'être humain de 1948, là. Ce capitalisme fasciste, du coup, le nazisme est un mode de gouvernement, de réponse à une société de crise pour réavoir de l'ordre dans un moment donné de crise économique. Je ne sais pas si j'ai réussi à en tout cas, proposer quelques éléments de repère. Je vous propose là maintenant, si ça vous va, est-ce qu'on peut se faire au moins 5 minutes de pause ou 10 minutes pour s'aérer un peu le cerveau? Parce que là, il y a eu
pour fumer ceux qui fument et respirer de l'air pour celles et ceux qui respirent de l'air. Comme ça, on s'aère un petit peu. Et puis ensuite, si vous voulez bien, on repart plus à la partie discussion collective, soit questions auxquelles je pourrais répondre ou des questions que d'autres d'entre vous peuvent répondre, ou des éléments de partage, de questionnement, de réflexion beaucoup plus ouverts, cette fois-ci, et circulant.